let you know if I need a translation. Either direction. Okay? That's fine. Bonjour et merci à vous d'être présents à ces Imaginales. Donc une rencontre avec Hélène Keuchner, un bavardage comme on aime parfois le faire avec nos invités, pour mieux connaître une œuvre, mieux connaître une voix et mieux connaître un auteur. Donc pourquoi on a invité Hélène Keuchner? Tout simplement parce qu'on a lu déjà 2 de ses ouvrages traduits en français, Thomas le Rimeur et À la pointe de l'épée, 2 ouvrages d'ailleurs très différents, ce qui m'amènera sans doute à poser assez rapidement une première question à Hélène Keuchner. Et puis aussi parce qu'elle a une voix originale dans la fantaisie américaine, peut-être aussi parce que avant peut-être des gens comme N.K. Jemisin, de la nouvelle génération américaine, qui ont aussi ce type de discours, c'est une femme qu'on peut qualifier, elle ne refusera pas le terme, je pense, de féministe. En tout cas, on verra aussi cet aspect de sa littérature. Et par ailleurs, d'autres questions qu'on aura l'occasion d'aborder, en particulier sur À la pointe de l'épée, sur comment un écrivain injecte-t-il aussi dans sa fiction parce qu'il est, quelque part, parce qu'on n'écrit pas, même si on écrit pour les autres et qu'on fait de la fiction, on n'écrit pas indépendamment de ce qu'on est comme personne humaine. Donc, bienvenue Hélène Keuchner au Festival des Imaginales. On va avoir l'occasion pendant 4 jours de se connaître mieux et de mieux connaître votre œuvre, parce que c'est évidemment pour ça que nos festivaliers sont venus vous rencontrer. Thomas le Rimeur, un premier roman qui fonctionne beaucoup plus comme un conte et une ballade. À la pointe de l'épée, un roman, même si il est extrêmement riche, qui est, je dirais, plus classique par rapport au premier. On va donc étudier ces 2 livres. Pourquoi déjà vous avez un petit peu une œuvre polyphonique? Parce qu'on a des auteurs qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qu'on identifie tout de suite à une façon de faire, à une thématique, à une façon de raconter. Et pour le moment, vous n'avez que 2 livres traduits en France, mais sur ces 2 livres, tout de suite, je vois, c'est pas le même ton, c'est pas la même façon d'écrire. Est-ce qu'ils ont été écrits déjà à beaucoup de distance? Non, pas du tout. Ça, c'est... Allô, allô? Oui, ça va. Bon. Ok. Ça, c'est entièrement à moi. J'ai choisi de faire ça. Quand mon premier roman, c'était À la pointe de l'épée. Et ça faisait beaucoup de travail pour moi et beaucoup de plaisir. Je vais dire en anglais, it was like a piece of wood that I polished over and over again until it was very smooth to the touch. En fait, c'était comme un morceau de bois que j'aurais poli au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il devienne complètement doux au toucher. C'est ça. Alors, et à ce moment, vous voyez, il y a plus que 20 ans déjà, j'avais grande peur de me répéter, de faire la même chose. C'était des temps différents, une époque différente dans la fantaisie. Pour faire beaucoup de... pour faire une série, c'était un peu... pas très littéraire, un peu trop commercial. Et maintenant, c'est presque rien que séries avec nos meilleurs auteurs qui font des séries. Mais en ce cas, j'avais peur de faire une série, j'avais peur de m'imiter moi-même. Donc j'ai dit, la prochaine roman que je ferai, ça serait quelque chose de très très différent. Et bon, c'est fait. Lequel est le vrai Hélène Keuchner? Pas de réponse, ce sont tous les choses de moi. Mais je les ai écrits très très proches de l'un de l'autre. Alors c'est pas une question de temps. Et si je dis quelque chose qui est absolument bête en français, tu peux le traduire, mais tu peux le traduire en vrai français. J'aimerais déjà bien parler anglais aussi facilement que Hélène parle le français. Merci en tout cas de parler, de maîtriser notre langue comme ça. C'est pas si fréquent, entre autres, d'auteurs américains. Et ça nous touche en plus. Ça nous fait plaisir de voir un auteur américain. Nous qui avons tant d'admiration pour une grande partie de la culture, en tout cas le meilleur de la culture américaine, de voir qu'il y a aussi des auteurs américains qui s'intéressent à la nôtre. Mais non, je ne m'intéresse pas trop, mais c'est une question d'élevage. Bon, quand j'avais 7 ans, ma famille a demeuré près de Paris, dans la ville de Sceaux. Donc, je n'avais pas de choix. Je suis devenue française pour 1 an. Mais on dirait en anglais, it's stuck. C'est resté, ça m'est resté. C'est ça. En tout cas, c'est bien agréable pour nous.
Thomas Riemer, Hélène Kushner, roman publié chez Gallimard dans la collection, l'excellente collection, on peut le dire, Folio SF. Même si c'est de la fantaisie, mais le cycle en fait. Moi, je ne suis pas un conteur d'histoire, un vrai comme le Riemer. J'ai pas sa voix de velours, ni sa langue bien pendue. Je connais quelques airs, comme tout le monde. Je connais bien quelques airs, comme tout le monde, mais ils n'ont rien à voir avec les siens. C'est pas à moi qu'il faut demander des chansons dans lesquelles d'aimables filles franchissent à gué cette rivière par amour pour un perfide. De ces ritournelles si douces amères qu'elles tirent les larmes aux vieux soldats les mieux aguerris. Non, plus que des refrains joyeux où des ladres cousus d'or se font soulager de leurs biens à la faveur d'une parole prise à rebours ou d'une plaisanterie si bien tournée qu'un vieux grigou d'oncle qui a fait main basse sur un douaire peut quand même en rire sans prendre ombrage. Ma foi, c'est un pouvoir pour sûr, cette musique et ces paroles. Et moi, je l'ai pas, c'est clair. Cela dit, je ne suis pas sûr que j'en voudrais de ce pouvoir, même si on me l'offrait. Un des récits de Tom, justement, a pour héros Jock of the North, qui rentrait chez lui de la foire de Mellerstein avec une figure longue d'une aune, vu qu'il avait fait tout ce chemin avec sa vieille vache courte corne pour la vendre, mais que personne n'en avait voulu. Alors, voilà mon Jock qui s'en revient chez sa bonne femme, sans plus d'argent que d'emplettes, et l'hiver qui sera bientôt là. Tout en suivant la route de Mellerstein avec sa vache, il se met à pester contre elle, comme qui dirait en colère « Qu'est-ce que je ne donnerais pas pour être débarrassé de toi, pour avoir quelques pièces de bon argent dans ma bourse ?» Au même instant, il voit sur le bord de la route un homme enveloppé dans un manteau. Et l'homme lui dit « Bonsoir à toi, Jock of the Cove. Il est comment le lait de ta vache courte corne ?» Prenant l'inconnu pour un gars de la foire, Jock répond « Mais voyons, cette vache-là, elle donne un lait mi-crème, mi-miel. Si elle en donne un seau le matin, le soir, elle en donnera 2. » Là-dessus, ils se mettent à marchander l'animal. Jock se dit qu'un homme qui court les routes après la foire en quête d'une vache doit en avoir un rude besoin. Alors il demande un bon prix. Tout à coup, l'inconnu, un homme de haute taille, lance « Écoute donc, l'argent c'est bel et bon, mais je peux t'offrir quelque chose qui vaut 2 fois plus, vache comprise. » Et dessous son manteau, il sort un violon. Jock lui dit qu'il ne sait même pas en jouer, mais l'étranger répond « Ça ne fait rien, c'est le violon qui jouera pour toi. » À ces mots, Jock comprend que cet homme du crépuscule doit appartenir à la race des elfes et qu'ils ont besoin du lait de la vache pour nourrir un petit homme qu'ils ont volé. Dans ce cas, lors des faits, s'il l'accepte, peut très bien se transformer en herbe et en feuille dès le lendemain, tandis qu'un violon magique, c'est un violon magique. Où qu'on aille, les gens sont toujours prêts à payer une jolie somme pour un peu de musique. Alors il dit « Je prends le violon ». Voilà, on est rentré dans le roman, les premières pages, il y a des elfes. On parle d'un personnage, Thomas Riemer, et puis visiblement, moi qui n'ai pas cette culture-là, vous êtes inspiré de contes traditionnels. Oui. Alors dites-nous en plus, Hélène Kushner. De quoi? C'est vous qui l'avez très bien exprimé déjà. Ben justement, pourquoi vous êtes allé, pour écrire un roman de fantasy, chercher des contes traditionnels? Qu'est-ce qui vous a... est-ce que c'était un défi que vous vous étiez fixé? Est-ce que vous aviez envie de partir justement d'une source historique, de la tradition du conte, pour donner une forme d'écriture? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. L'origine de ça, j'avais peut-être 15 ans, et j'étais ravie des ballades traditionnelles, des chansons et des contes, la poésie qui est toujours dans les collections de poésie anglaise. Entre Chaucer et Shakespeare, il y a anonyme. Et puis, ce sont tous les contes comme celle de Thomas qui existent là dans les livres de poésie. Donc, j'étais ravie, surtout de l'histoire de Thomas Riemer. Et je disais, un jour, je veux écrire une vraie histoire, un roman peut-être de Thomas. Donc, quand je grandissais, je l'ai fait. C'est très simple. Là aussi, si on le compare, on parlera à la pointe de l'épée tout à l'heure. Thomas Riemer, c'est un roman où en fait, on raconte ce qui s'est passé. C'est-à-dire que contrairement à beaucoup de romans où il y a des dialogues, de l'action, des rebondissements, etc., là, c'est très étrange. J'avoue que j'étais au départ désarçonné par votre roman. Pourtant, j'ai l'habitude d'en lire beaucoup. Je suis rentré dedans quelques lignes, j'ai refermé le livre 2-3 fois, et puis je me suis dit, il faut que je le lise, puisque Hélène Kushner nous vient. J'avais commencé par À la pointe de l'épée, tout simplement par hasard. Et puis, je suis rentré dans le roman, et une fois que je suis rentré dans le roman, j'ai tourné à la page suivante, et ainsi de suite. Et quelque part, il y a une sorte de magie qui fait que, bien que ça soit un roman atypique de fantasy, on continue à le lire.
Pourquoi vous avez fait ce choix d'un roman, justement, très atypique dans la production? C'était à cause de deadline. C'est à cause du délai de remise, en fait, de la date butoir. Il fallut que j'ai écrit quelque chose, cet roman très très vite pour mon éditeur, et je disais comment pourrais-je le faire pour que ça soit ça soit fait très vite. Et pour moi, c'est très facile d'entrer dans l'esprit, bien le mind, Oui, dans la pensée. dans la pensée d'une autre personne. C'est un peu comme des jeux de théâtre pour moi. Donc j'ai pensé à des caractères, puis j'ai écrit en leur voix même, et ça marchait très très bien et très très vite. Donc c'était pour moi que c'était une question de craft, on dirait en anglais. Le savoir-faire. Non, the artisan, comment être artisan de romans. C'est un choix artisanal. Bon. Artisanal, Oui. Mais ça m'appelait. Il y a beaucoup des gens qui n'aiment pas écrire dans ce voix, un voix de quelqu'un. Et aussi, Delia, elle dit, mon épouse, elle dit toujours que j'ai le subconscious, c'est quoi? Le subconscient. Le subconscient très très intelligent. Donc, c'est-à-dire que si on est critique littéraire, peut-être comme vous, on verra que en prenant ces voix, ce sont des voix des gens qui racontent des histoires un peu traditionnelles eux-mêmes. Et chacun a le voix d'une histoire un peu différente. Dans cette grande histoire des histoires. Et je crois que c'est peut-être que ce qui vous a plu et la raison que vous reveniez, c'est que c'est comme quelqu'un qui vraiment parle à toi, au lecteur. À vous, pardon. Au lecteur. Et c'est pour ça qu'on veut que l'histoire continue. C'est comme que peut-être on est assis par le feu avec la grand-mère ou avec la nourrice, ou bien dans le lit, on raconte une histoire.